Mardi 5 mars, bienvenue dans le 7-8 sur TV 78. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Une décision historique hier, l'interruption volontaire de grossesse a été inscrite dans la Constitution. Députés et sénateurs réunis en congrès au château de Versailles ont voté à une large majorité en faveur du texte. Pendant ce temps-là, plusieurs centaines d'anti-IVG ont manifesté dans la cité royale. Retour sur cette journée historique dans les Yvelines. Le chantier est quasi terminé. Pendant 3 ans, la gare de Saint-Quentin en Yvelines, implantée à Montigny-le-Bretonneux, a fait l'objet d'importants travaux de modernisation et de mise en accessibilité. Un projet à 55 millions d'euros. TV78 a pu visiter ces nouveaux aménagements en avant-première. Une découverte dans cette édition, le football freestyle allie jonglerie, figure et danse. Le tout à réaliser bien sûr avec un ballon. Et si certains de ses pratiquants sont des stars des réseaux sociaux, la discipline reste encore méconnue. Enfin, depuis 1999, c'est un événement incontournable du mois de mars. Le Printemps des Poètes fête ses 25 ans du 9 au 23 mars. Et une nouvelle fois, les médiathèques et lieux culturels de Saint-Quentin en Yvelines se mobilisent pour ce rendez-vous culturel qui a pour thème cette année la grâce. Nous en parlons avec les invités du 7-8 en deuxième partie d'émission. Et tout de suite avec mon plateau, Gabriel Gontier. Bonsoir Gabriel, bonsoir, de la rédaction de TV78. Dans un instant avec vous, les infos en bref à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Mais d'abord donc, c'est un vote qui va entrer dans les livres d'histoire. Hier, lundi 4 mars, les députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles ont très largement approuvé l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Une journée historique que nous avons pu suivre avec Régine Rallèche, Léa Carme et Patrick Jacques de Dixmude. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. C'était un dénouement prévisible, mais qui n'empêche pas la joie d'envahir l'hémicycle. L'interruption volontaire de grossesse sera bien inscrite dans la Constitution française. Nous avons adopté ce texte à une très large majorité des 3/5. Donc c'est un honneur d'avoir participé à notre niveau à l'écriture de cette histoire. On ne pensait pas qu'il y aurait un tel raz-de-marée. Et c'est ça qui est, à mon sens, aussi une grande victoire aujourd'hui. Après 3 heures de séance, les parlementaires réunis en congrès à Versailles se sont largement exprimés en faveur de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Sur les 852 suffrages exprimés, 780 députés et sénateurs ont voté pour et 72 se sont opposés au texte. Tous les parlementaires yvelinois ont donné un vote favorable. Seul Gérard Larcher, le président du Sénat, s'est abstenu. Lors du premier vote l'année dernière, j'avais voté contre. Je ne voulais pas faire bouger la Constitution comme ça, sur le gré de volonté des uns et des autres. Là, je pense que les choses sont beaucoup plus claires. Donc pour moi, ça me paraît important pour les droits des femmes, tout simplement. C'est une journée historique pour les femmes françaises qui voient un de leurs droits fondamentaux, celui de l'interruption volontaire de grossesse, protégé par la Constitution. Une journée historique dont ont profité les opposants à l'IVG pour faire entendre leur voix. Plusieurs centaines de personnes se sont regroupées place Hoche à Versailles. On est là pour dire que cet acte, il est quand même mauvais. En fait, c'est le contraire de la vie, c'est la mort. Et donc, l'acte est à condamner. L'inscrire comme ça dans la Constitution, en fait, ça rend ce geste absolument normal, comme si juste on y va pour se retirer une épine qui nous gêne. Alors qu'en fait, c'est bien plus important que ça et c'est vraiment un impact psychologique énorme. L'idée de garantir l'accès au droit à l'IVG dans la Constitution avait été initiée par les députés de la France insoumise en 2018. Une initiative d'abord rejetée par la majorité présidentielle avant d'être reprise dans un projet de loi en 2022. C'est Aurore Berger, à l'époque députée des Yvelines et présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, qui a porté le texte. Il y a l'enjeu évidemment de préserver l'accès, la question de la santé, l'accès aux soins. Sur ce que j'ai dit, on préserve ce droit pour maintenant et surtout pour l'avenir. Et notre responsabilité, c'est d'en garantir l'effectivité partout en France. Ultime étape de l'entrée de l'IVG dans la Constitution, la cérémonie de scellement. Ouverte pour la première fois au public, elle se déroulera ce vendredi 8 mars place Vendôme à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes en présence d'Emmanuel Macron. On fait le point à présent sur le reste des actualités dans les Yvelines. Et
c'est avec vous, Gabriel Gontier. On commence avec des difficultés de circulation qui ont fortement impacté les automobilistes ce matin sur l'A13. Oui, vous avez peut-être rencontré quelques difficultés de circulation ce matin sur les routes, notamment en direction de Paris. Et pour cause, Grégory, l'accès à la capitale par l'A13 a temporairement été fermé entre Rocancourt et la porte d'Auteuil. La raison, la fermeture du tunnel de Saint-Cloud à la suite d'une avarie sur un ventilateur à l'intérieur du tunnel. Une fermeture qui a entraîné de fortes perturbations. Le site citadin qui suit la circulation en Ile-de-France enregistrait 250 km de bouchons à 7 heures, un chiffre exceptionnel. La circulation est revenue progressivement à la normale à partir de 9 heures. Côté transport, toujours le département des Yvelines qui investit dans l'étude qui vise à prolonger la ligne 18 qui doit relier à l'horizon 2030 l'aéroport d'Orly à Versailles. Oui, un investissement à hauteur de 2,6 millions d'euros a été voté par le département. Cette somme d'argent va servir à financer l'étude visant à prolonger la ligne 18 du métro jusqu'à Nanterre. Vous l'avez dit, alors que le terminus prévu est la gare Versailles-Chantier, le département souhaite un prolongement jusqu'à Nanterre. L'objectif, offrir plus de liaisons dans l'ouest parisien. Un investissement vital pour les Yvelines, comme l'a confié le président du département Pierre Bédier à nos confrères de 7/8 Actu. 143, si je vous dis ce chiffre, ça vous évoque quoi? Les jours avant les JO, peut-être? C'est ça, c'est le décompte. On fait le décompte quasiment tous les jours sur TV 78 avant ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, nouveauté aujourd'hui, les affiches de l'événement ont été dévoilées. Oui, Paris 2024 vient de dévoiler ses affiches officielles et elles tranchent, vous le voyez, avec les précédentes. Cette année, le comité a misé sur l'originalité avec des affiches aux nombreux détails qui ont nécessité près de 2000 heures de travail au dessinateur Hugo Gattoni. Ces deux affiches ont bien été réalisées comme le veut la règle, une pour les Jeux Olympiques, l'autre pour les Paralympiques. En réunissant les affiches, c'est une grande fresque que l'on découvre avec 47 sports représentés et tout autant de personnages et de références françaises. Je vous mets au défi, Grégory, de les trouver. Et on termine avec cette information, Gabriel, l'appel de l'entente d'athlétisme de Saint-Quentin en Yvelines qui est à la recherche donc de bénévoles. Oui, la ville de Magny-les-Hameaux a lancé un appel sur Twitter à l'occasion de la 13e édition du Trail des 7 hameaux qui aura lieu le 13 octobre prochain dans la commune. Les organisateurs sont à la recherche de bénévoles pour encadrer l'événement. Alors si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter l'association par mail. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Merci Gabriel, et comme d'habitude, si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Après 3 ans de chantier, les travaux d'accessibilité de la gare de Saint-Quentin en Yvelines sont sur le point de se terminer. Un accès au quai facilité pour les personnes à mobilité réduite ou encore une remise aux normes des escaliers qui ont été achevés. La présidente d'Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, était présente ce matin pour découvrir en avant-première cette métamorphose. Le reportage de Julien Leroy. Un nouveau visage pour la gare de Saint-Quentin en Yvelines. Les travaux de modernisation et de mise en accessibilité étaient présentés par la SNCF ce mardi 5 mars. Accès facilité au quai, refonte de l'éclairage ou remplacement des portes de validation. Un enjeu important pour cette zone desservant de nombreuses entreprises, écoles ou centres commerciaux. Près de 50 000 voyageurs l'utilisent chaque jour. C'est une gare qui est très complexe, c'est une gare qui est entourée de beaucoup de gares routières. On a un flux très important dans cette gare et l'enjeu c'était de permettre d'avoir des lieux qui soient les plus fluides possibles. À horizon 2030, il y aurait un accroissement en tout cas de la fréquentation du RERC parce qu'effectivement les villes sur le périurbain se développent. 2 quais seront désormais accessibles en travelator depuis la passerelle rouge. 3 ascenseurs permettront d'atteindre les trains par le passage souterrain. Pour les personnes malvoyantes, des mains courantes équipées de manchons en braille ont été installées sur le trajet. De nombreuses modifications pour ce chantier débuté en janvier 2021. Quand vous êtes avec une poussette, avec une valise ou même que vous êtes à mobilité réduite sans être nécessairement en fauteuil roulant, le fait d'avoir des escaliers roulants qui vous permettent d'absorber cette pente, eh bien c'est absolument révolutionnaire par rapport à l'expérience voyageur actuelle. C'est un symbole fort pour les JO aussi. Je vous rappelle qu'on va recevoir 350 000 personnes. Donc je voulais vous dire que ce soit terminé bien sûr quelques mois avant les JO, c'était un enjeu considérable. Un projet de 55 millions d'euros cofinancé par la SNCF, Île-de-France Mobilité, la région Île-de-France et l'État.
Les aménagements attendent actuellement la validation de la commission de sécurité pour une ouverture au public prévue dans les prochaines semaines. L'heure de la page culture dans le 7-8. Chaque mardi, Maxence Delacrouet, jeune Yvelinois passionné d'histoire, vous en apprend plus sur le département. Et ce soir, il s'intéresse à la ville de Trappes qui regorge d'anecdotes dans son passé. Aujourd'hui, je vous propose 3 anecdotes historiques qui ont marqué la ville de Trappes et son agglomération. Saviez-vous qu'après diverses fouilles historiques, des archéologues ont confirmé la présence de tribus sur le territoire de Trappes durant le néolithique? Grâce à ces fouilles, 3 haches de pierre ont été retrouvées. Mais pas que. Les archéologues ont aussi mis la main sur les restes d'objets gallo-romains ainsi que sur un bracelet de bronze retrouvé dans la cour du château de Trappes. Lors de la guerre franco-allemande de 1870, Trappes est occupée par environ 1400 hommes des armées prussiennes. Les officiers prussiens sont logés et nourris à la ferme du château de Trappes. Et le propriétaire du château, Émile Pluchet, également maire de la ville, y a été contraint sous les menaces de l'ordre prussien. Enfin, le 17 janvier 1929, le premier radiosondage météorologique a été effectué à l'Observatoire de Trappes par les scientifiques Robert Bureau et Pierre Hydrac. Pour info, un radiosondage météorologique, ça désigne des mesures effectuées dans l'atmosphère pour évaluer différents paramètres comme la pression ou la température. Le 23 mars prochain, la salle du Prisme à Elancourt accueille Glenn, naissance d'un prodige. C'est une pièce d'Ivan Calbera qui retrace l'histoire du pianiste canadien Glenn Gould. Et voici 3 raisons d'aller voir cette programmation, de prendre vos tickets. Et c'est au micro de Mathilde Franco. Bonjour, je m'appelle Thomas Perron-Arnaud, je suis directeur du Prisme à Elancourt et aujourd'hui je vous donne 3 raisons de venir voir le spectacle Glenn Gould, naissance d'un prodige. La première raison, c'est les nominations qu'il y a eu au Molière avec les 2 prix d'interprétation féminine et masculine. Alors la deuxième raison, c'est l'histoire romanesque de Glenn Gould, qui était pianiste Asperger, qui a terminé sa carrière à 32 ans, qui est mort à 50 ans, et donc qui a une carrière très très condensée avec effectivement un niveau international et donc voilà une notoriété avec une spécificité puisqu'il était effectivement Asperger. La troisième raison, c'est la musique en fait qui est liée forcément à l'histoire de ce personnage-là, qui est mis dans la pièce où on explique qui jouait par-dessus Bach, qui chantonnait par-dessus Bach. Enfin voilà, donc c'est très très romanesque. En tout cas, la manière que vous avez eu d'interpréter Bach ce soir, je ne l'avais jamais entendu auparavant. Alors, vous croyez qu'il peut être le plus grand, ou au moins l'un des plus grands? Je crois que c'est possible, oui. Vous n'entendez pas? Je pense qu'Howard parle des chantonnements. Voilà, oh, merci. Oui, je chantonne quand je joue, je le fais tout le temps. Quand vous jouez du piano, vous cousin. Le monde entier fait silence. Voilà, c'était mes 3 raisons de venir voir Glenn Gould, naissance d'un prodige, le 23 mars au Prisme à Elancourt. Bon, Glenn Gould, c'est plus facile si on le dit à la française, Gabriel. Vous connaissez le football freestyle ? J'ai eu l'occasion de découvrir récemment. C'est un mélange effectivement entre art et sport, hein, si vous avez pu voir ça très dernièrement. C'est une discipline qui consiste à réaliser des figures avec un ballon entre foot, danse et même jonglerie. Cette pratique dispose de sa propre fédération. Les freestylers se font connaître lors de compétitions, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi grâce à des démonstrations, comme il y a quelques jours au centre commercial Westfield Vélizy 2 à Vélizy-Villacoublay, Patrick Jacques de Dixmude et Léa Carme. Anas Boukami a commencé le football freestyle il y a 8 ans. Il s'entraîne seul ou avec des amis. Il est champion du monde de Panacao. Pana, c'est le terme utilisé pour désigner les petits ponts proposés en démonstration aux visiteurs du centre commercial de Vélizy 2. Ça consiste en des matchs de 1 contre 1. Généralement, c'est des matchs qui durent 3 minutes. Et l'objectif, il y en a 2. C'est très simple, c'est soit mettre un maximum de buts à son adversaire, soit mettre un seul petit pont. Le pana est proche du ground move, une des techniques du football freestyle. On compte aussi le lower, le upper, le sit down et le blocage. Pour la visibilité, on est souvent amené à créer du contenu sur les réseaux. Mais ce qui est cool en fait avec les shows, c'est l'interaction humaine avec les gens.
Ça, c'est ce qui nous fait kiffer, en fait, nous, les freestylers, les street players et même les créateurs de contenu qui font du street football. Et c'est vraiment en fait cette interaction d'être proche avec les gens, échanger, voir que les gens aiment en fait ce qu'on fait et profiter, tout comme nous, on profite à partager notre passion. Mon fils, il est passionné par le foot, il est en U11 avec le club de Versailles. Et puis j'ai reçu un mail et c'est intéressant. Et puis il suit ces petits jeunes-là sur TikTok. Moi-même, je suis ces jeunes-là parce que ça m'intéresse cette cohésion entre le foot et un petit peu des figures de danse. Donc les deux mélangés, ça donne un bon style, quoi. Les premiers championnats du monde de football freestyle ont eu lieu pour la première fois il y a moins de 20 ans. Rendre visible la discipline pour continuer à la développer, c'est l'objectif de cet après-midi pour Sharaf. Tout le monde peut le faire, ça peut être les hommes, les femmes, les enfants. On veut montrer aussi, c'est bien de montrer ça sur les réseaux également, montrer ça dans les centres commerciaux pour que les gens puissent voir comme quoi c'est vraiment faisable ce qu'on fait et c'est pas impossible non plus. Donc voilà, c'est bien de montrer ça à tout le monde. Pas de football freestyle cette année aux Jeux Olympiques, mais la discipline est en plein essor. Une après-midi qui aura peut-être donné envie à certains de s'essayer avec un ballon et pourquoi pas devenir de futurs freestylers. Avant les invités du 7-8, coup d'œil aux prévisions météo de demain. Demain matin, le ciel sera couvert dans les Yvelines. Prévoyez même de la brume dans le sud du département. Il fera 4 degrés, comptez 5 degrés à Mantes-la-Jolie et Houdan et 4 degrés à Rambouillet. L'après-midi, il y aura des éclaircies partout sur le territoire. Côté température, il fera 11 degrés dans le nord du département et 10 degrés sur le reste du territoire. Tout de suite, les invités du 7-8. C'est un rendez-vous littéraire incontournable du mois de mars. Le Printemps des Poètes revient à Saint-Quentin en Yvelines du 9 au 23 mars. Des rencontres, lectures, ateliers, une exposition et même un podcast sont au programme de cette édition dans les médiathèques et lieux culturels de l'agglomération. Et pour en parler, il y a 2 invités qui nous ont rejoints en plateau. Catherine Baron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de la programmation des écritures à Saint-Quentin en Yvelines et vous êtes accompagnée de Pascal Petit. Bonsoir. Bonsoir. Poétesse, vous allez animer différentes choses pendant ce Printemps des Poètes et je précise au passage que vous venez de publier ce recueil de poésie, Construction d'un igloo, et c'est aux éditions Lanskin. On aura peut-être l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure. Je le disais tout à l'heure dans les titres, 25 ans pour le Printemps des Poètes. Ça vous évoque quoi justement que le Printemps des Poètes, cet événement national depuis 1999 qui aussi a lieu localement à 50 ans en Yvelines, fête un quart de siècle cette année? Écoutez, je trouve que c'est bon signe, il faut que ça perdure et d'ailleurs ça s'est de plus en plus étendu puisque maintenant ce n'est plus qu'au niveau national, c'est aussi à l'étranger. Donc voilà, et c'est vrai que Saint-Quentin-en-Yvelines, depuis 2002, fait un focus poésie chaque Printemps des Poètes. Voilà, donc on continue à mettre en vitrine les poètes qui ne sont pas très visibles le reste de l'année. Et on va avoir l'occasion de présenter le programme dans quelques instants. L'objectif, on le rappelle, c'est de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Mais pourquoi c'est important selon vous, Pascal Petit, de faire la promotion de la poésie? Pourquoi elle est importante, la poésie, selon vous? Pour moi, c'est le langage qui est important et puis la pensée, donc ça passe par la poésie. J'aurais envie de dire que c'est un peu l'instrument de musique de la pensée, la poésie. Voilà. Catherine Baron, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, moi je ne suis pas écrivain. Je pense que la poésie, surtout l'avantage, c'est qu'il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est très très vaste. Il y a énormément d'éditions. Il y a aussi pour l'enfance, il y a pour les adultes. Il y a nécessairement un poème pour vous. Il y a différentes formes de poésie. Il y a différentes formes et en plus tous les âges. Pour tous les âges, et ça se présente de façon différente. Pendant le Printemps des Poètes, le réseau des médiathèques, qui donc, avec les écritures contemporaines, a programmé différentes choses, aussi bien une exposition dont Pascal va parler, mais on met en valeur aussi 3 maisons d'édition, dont 2 petites, dont une locale, qui est la maison d'édition Mazette, qui a été créée par Gilles Cheval à Plaisir. D'ailleurs, si on peut revoir l'affiche est un hommage justement aux éditions Mazette, qui sont installées à Plaisir, qui travaillent depuis de nombreuses années à Plaisir. Tout à fait, c'est-à-dire que depuis 2011, Gilles Cheval venait dans toutes les classes qui avaient des ateliers de poésie avec l'Académie de Versailles, pour présenter ce que c'était que le métier d'éditeur, mais aussi pour créer un recueil avec les poèmes qui avaient été écrits en atelier d'écriture, parfois avec Pascal Petit et d'autres poètes,
Donc il a fait un travail absolument remarquable sur le territoire et malheureusement il est disparu tragiquement en septembre dernier. Donc c'est un clin d'œil, mais cette maison d'édition continue. Donc c'est pour ça qu'on fait un focus avec les poètes de cette maison d'édition Mazette le 22 mars, pas loin, au Conservatoire des Arts, à 19h. Donc venez nombreux, parce qu'il y a 3-4 poètes, des musiciens, des plasticiens, ça va être très intéressant. Et à tout chaque est édition, gratuit. tout est gratuit, c'est important de le préciser. À chaque édition du Printemps des Poètes, il y a une thématique. Cette année, c'est la grâce. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette thématique? Alors ça a surtout inspiré Pascal dans sa proposition. Parce que vous avez proposé des choses en rapport avec la grâce, du coup, avec cette thématique. C'était pas un sujet évident, et puis en plus de l'aborder parce que j'ai un atelier à mener dans un collège, donc c'était pas évident de l'aborder avec des élèves de 3e. Donc en fait, moi j'avais proposé quelque chose par rapport à l'anagramme, parce que l'anagramme souvent ça révèle quelque chose de caché, donc je l'ai associé à ça. Après, en atelier, on fait encore d'autres choses. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une petite exposition, effectivement, à la médiathèque des 7 Mars sur les anagrammes sous forme d'un parcours ludique où il y a un énoncé d'anagramme. Il faut trouver l'anagramme, enfin l'énoncé de départ. Je vous donne un exemple, parce que c'est peut-être un peu plus parlant. Parce que, par exemple, je vais proposer un peu d'astuces. Je peux mettre comme indice « hop », et la solution, Gabriel. Bon, la solution, c'est un saut de puce. Voilà, par exemple. Donc, il y a des énoncés qui sont plus ou moins longs, plus ou moins difficiles. Ça, c'est facile. Mais il y en a des beaucoup plus longs, et à chaque fois, donc, il doit y avoir une vingtaine d'anagrammes proposés comme ça. Et le jour où je viendrai, le 13 mars, en fait, je révélerai les solutions si elles n'ont pas été trouvées par les usagers. Ils sont peut-être meilleurs que nous. On trouve d'ailleurs ils ont plus de temps. Ils ont plus de temps. Sur une médiathèque, ils auront un peu plus de temps. Je crois qu'on parlait du travail avec les enfants. Vous aviez une question là-dessus, Gabriel. Vous organisez pas mal de choses avec les enfants dans les établissements scolaires. Comment ils réagissent face à ces ateliers? Comment ils réagissent face à la poésie? Qu'est-ce que ça leur évoque? Moi, je trouve, enfin particulièrement cette année, alors je parle de tous mes ateliers en général, je ne sais pas pourquoi, mais cette année, je trouve qu'il y a un vrai dynamisme quand j'arrive. Je trouve que les enfants sont hyper ouverts et hyper contents qu'il y ait des intervenants en général. Et ils sont très réceptifs en fait à la poésie, et ça leur apporte vraiment un nouveau rapport à la langue qu'ils n'ont jamais, parce qu'ils ont une approche qui est hyper scolaire. Là, ils ont vraiment une approche créative et ils se découvrent beaucoup de choses en fait. Voilà. On l'a dit, des rencontres, lectures, ateliers, il y a une exposition, un podcast qui sont au programme. On ne peut pas tout présenter ici, mais qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement du programme selon vous, Catherine Baron, pour cette année? Alors, il y a plein de choses. Les différentes formes, on a parlé de rencontres, mais il y a aussi une lecture musicale avec Frédéric Bruyas et un guitariste à la médiathèque Saint-Exupéry. Là, ça sera Baudelaire-Ferré, donc un petit peu le patrimoine, alors qu'on a invité essentiellement des poètes vivants, puisque c'est programmé par les écritures contemporaines du réseau des médiathèques. Et on peut retenir aussi la venue exceptionnelle du Pays-Bas de cette poète afghane qui a fait un appel à poèmes dans le monde entier via les réseaux sociaux suite à l'interdiction faite par les talibans en janvier dernier de toute forme de poésie en Afghanistan. Il s'agit de Somaya Ramish. Somaya Ramish, qui va présenter, elle a sorti une anthologie avec des poèmes qui viennent du monde entier. Ça sera présenté à la librairie du Pavé du Canal le 23 mars à 16h avec Cécile Oumani, qui est poète et qui a traduit plus de 40 poèmes. Et c'est vraiment un acte de résistance. Donc ça c'est important. Enfin, toutes les choses sont importantes. On avait pu rencontrer Somaya Ramish au moment de la journée des écrivains persécutés, parce qu'elle était aussi intervenue à 50 ans en Yvelines. Oui, la poésie, on le voit là, au travers de l'exemple de Somaya Ramish, ça peut servir aussi à dénoncer, à rendre compte de choses qui peuvent se passer dans le monde. C'est aussi un outil important. Oui, on a perdu là récemment un poète dans le conflit, ce qui se passe en Israël. Enfin voilà, et ils alertent en poésie, en poème. Voilà, la poésie permet de parler de toutes sortes de sujets.
Et il y a aussi, alors on peut la vivre en ligne, si je puis dire, cette édition du Printemps des Poètes. Il y a un podcast aussi qui est proposé, c'est ça? Alors ça, c'est grâce à la médiathèque Le Nautilus, Pascal Régis et toute l'équipe de la médiathèque qui ont choisi, je ne les ai pas encore entendus, ça sera la surprise pour moi aussi, ils ont choisi des poèmes qu'ils lisent et qui sera présenté sous forme de podcast à partir du 5 mars. Et donc on retrouve bien sûr tout le programme sur le site i-mediathèque.sky.fr, le site qui s'affiche. On arrive à la fin de cet entretien, il nous reste une petite minute, Pascal Petit, pour que vous nous parliez de ce recueil de poésie, je le disais, qui vient de sortir, Construction d'un igloo aux éditions Lanskin. Allez-y. Alors très très vite, alors donc c'est un livre que j'avais commencé à écrire au moment du confinement, et le premier texte s'appelait Construction d'un igloo, et racontait comment construire un igloo pour ne voir plus personne. Donc c'était pour respecter en fait le confinement. Et après, ensuite, en fait, j'ai enchaîné des textes qui sont un peu comme des tutos poétiques, tout simplement. Voilà. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. On rappelle que vous animerez des ateliers lors de ce printemps des poètes. Merci également à vous Catherine Baron. Et on rappelle bien sûr les dates, c'est du 9 au 23 mars. Toutes les dates, toute la programmation à retrouver sur le site e-mediathèque qui s'affiche en bas de l'écran. Merci également Gabriel de m'avoir accompagné sur cette édition du 7-8 qui touche à sa fin. Merci à vous téléspectateurs de votre fidélité, et demain pour une nouvelle édition, vous retrouverez Mathilde Francou à la présentation. Belle soirée sur TV78.